Dans les années 50-60, on a une révolution technologique qu'on doit en fait à des physiciens qui au début ont juste essayé de comprendre le monde à petite échelle, comprendre les atomes, les molécules, les électrons, et qui ensuite s'en sont servis pour inventer des technologies révolutionnaires. Et on vit un petit peu la même chose en ce moment, c'est-à-dire qu'on est capable de faire de nouvelles choses en physique quantique, là aussi très fondamentales pour physiciens qui veulent se faire plaisir, mais dont on espère maintenant se servir pour créer des nouvelles applications. Il y en a déjà qui existent et d'autres dont on rêve. AVS avec Philippe Robichon. Alors AVS, ça veut dire à votre santé, à votre bonne santé. Ravi de vous retrouver. Et nous allons parler pas vraiment de santé ce matin avec mon invité qui s'appelle Julien Bobroff. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université de Paris. Vous baignez dans la quantique depuis 30 ans. Donc vous êtes devenu un grand simplexificateur. Aujourd'hui, en tout cas, vous l'expliquez simplement. Et vous êtes un fan d'escape game. Expliquez-moi. C'est pas vous qui... Si, c'est moi. Comment vous savez ça? Incroyable. Ah ben, j'ai des équipes qui sont payées pour ça, qui enquêtent sur vous et qui disent qu'effectivement vous êtes un grand fan d'escape game dont vous vous servez pour justement quand vous êtes en cours. Pourquoi? Expliquez-nous un peu le lien. Oh là, aucun lien avec la quantique, mais il se trouve que j'enseigne la physique dans mon université, alors qui est Paris-Saclay, donc qui est au sud dans la banlieue. Paris-Saclay, très important, parce qu'effectivement, elle a vu défiler beaucoup de beau monde ces derniers temps, cette université. Donc les escape games, en fait, c'est plutôt les fictions. Dans l'escape game, on vit dans une fiction, on est soit au Moyen-Âge, soit dans le futur. Et nous, on adore utiliser ça pour enseigner la physique. On plonge nos étudiants dans une fiction. Soudain, ils doivent aider un vaisseau spatial, ou soudain, ils doivent récupérer le smartphone de Kim Jong-un. Et ils vont devoir s'en sortir dans une fiction où nous-mêmes, on va jouer des rôles. Et ça permet de les débloquer, en fait. Ça permet de leur faire de la physique plus amusante, plus ludique, plus créative. Et donc de s'exprimer pleinement sans être juste guidé par la bonne note. Et vous publiez Bienvenue dans la nouvelle révolution quantique aux éditions Flammarion. Autant dire que vous avez eu le nez creux. Alors oui, il se trouve qu'on est dans l'actualité, franchement, sans le vouloir. Sans le vouloir, vous avez eu le nez creux, puisqu'un livre, il faut au moins 18 mois ou 2 ans pour le faire. Et vous tombez pile, bim, votre livre sort au moment où on a un prix Nobel de physique. Oui, et en plus exactement sur ce sujet-là. Sur ce sujet-là en plus. Oui, c'est Alain Aspect qui a eu le prix Nobel il y a 2 semaines pour avoir, dans les années 80, fait une expérience qui à l'époque ne servait absolument à rien, mais qui était très importante pour les physiciens, qui démontrait l'intrication. Et il se trouve que 20 ans, 30 ans plus tard... il démontrait que l'intrication existait. Exactement. Alors là, on expliquera après un peu de ce qu'est l'intrication, mais en fait, pour qu'on comprenne l'importance du sujet, c'est maintenant, 30-40 ans plus tard, l'origine d'une véritable révolution scientifique qui a lieu en ce moment dans les labos, dans les entreprises, et où tout le monde s'excite beaucoup parce qu'on pense que de nouvelles technologies sont en train d'apparaître, un peu révolutionnaires. Ou pas. Et qui, pour le coup, trouvent leur origine dans cette intrication démontrée, entre autres, par Alain Aspect. Voilà, et lui, c'est le père, en tout cas, lui, il parle toujours de ce qu'il appelle la seconde révolution quantique, vous voyez. Donc, oui, alors on peut se demander pourquoi seconde, quand était la première, est-ce qu'on l'a ratée ou pas? Cette première révolution quantique, en fait, on l'a tous autour de nous sans s'en rendre compte. Elle a lieu dans les années 50, 1950, où des physiciens de la physique quantique utilisent leur savoir, leur compréhension du monde à petite échelle, pour fabriquer des nouvelles technologies. Et ils inventent en particulier 3 technologies qu'on a tous autour de nous. Les transistors, qui servent à faire toute l'électronique, tous vos smartphones, tous vos ordinateurs, tout ce que vous avez d'électronique autour de vous contient ces petits transistors, inventés par les physiciens de la quantique. Les lasers. Ces fameuses boîtes. Exactement. Ouais. Les lasers également, et puis les LED aussi, les LED qui sont des objets en fait à l'origine purement quantiques, inventés dans les années 50-60. Donc voilà, dans les années 50-60, on a une révolution technologique qu'on doit en fait à des physiciens qui au début ont juste essayé de comprendre le monde à petite échelle, comprendre les atomes, les molécules, les électrons, et qui ensuite s'en sont servis pour inventer des technologies révolutionnaires. Et on vit un petit peu la même chose en ce moment, c'est-à-dire qu'on est capable de faire de nouvelles choses en physique quantique, là aussi très fondamentales pour physiciens qui veulent se faire plaisir, mais dont on espère maintenant se servir pour créer des nouvelles applications. Il y en a déjà qui existent et d'autres dont on rêve. Quoi par exemple? Quelles sont les nouvelles applications? Alors, le grand rêve, c'est l'ordinateur quantique. Alors, peut-être que les gens... on en reparlera. On en reparlera. C'est un des grands sujets. Ça serait le Graal, voilà, on va dire. Mais plus concrètement, par exemple, quand vous utilisez votre GPS dans votre téléphone, comment ça marche un GPS? Le GPS, il récupère le signal en direct des satellites dans l'espace. Et il regarde le temps que met le signal du satellite pour lui arriver. Et ça lui permet de repérer où il est. Mais pour ça, il faut avoir une mesure du temps hyper précise. Il faut que dans les satellites, on connaisse le temps à la nanoseconde près. Et ça, c'est la physique quantique qui le permet. Dans les satellites, dans l'espace, les satellites GPS ou Galileo, il y a des petits objets quantiques, on appelle ça des horloges atomiques, qui en utilisant les propriétés fondamentales des atomes, mesure en direct un temps ultra précis qui nous permet finalement de nous repérer sur Terre. Vous expliquez un peu ces horloges atomiques. Il y en a combien dans le monde actuellement? Oh, il y en a des centaines. Déjà, il y en a une ou deux, même 2 dans chaque satellite. Et puis, il y a des dizaines de satellites au-dessus de nos têtes. Et puis, il y en a plein sur Terre qui sont encore plus performantes que celles des satellites. Parce que pour le coup, il y a la place de fabriquer des gros machins qui mesurent ça finement.
Et donc ces horloges atomiques, alors en 2 mots, comment ça marche ? Vous faites flotter un atome, en gros, et puis vous lui balancez un rayon laser ou une onde pour l'exciter. Il se trouve qu'un atome, si vous le laissez tranquille, il est tout calme. Si vous lui envoyez exactement la bonne onde, l'onde qui a exactement la bonne forme, il va s'exciter. Et ensuite, au bout d'un moment, il va se relâcher et il va créer un signal, par exemple, il va briller. Et donc vous, votre seul job, c'est repérer à quel moment vous le voyez briller, parce que vous savez que vous êtes en train de l'exciter. Donc vous avez une onde, vous réglez votre onde, et soudain, vous voyez l'atome briller, et là vous vous arrêtez, et vous regardez l'onde que vous avez envoyée. Eh bien, vous allez connaître parfaitement les caractéristiques de cette onde, parce que c'est l'atome qui guide ça. L'atome, il dit, moi, je n'accepte que telle onde pour m'exciter. Et donc, si tout le monde utilise la même référence, par exemple le même atome de césium, c'est ce qu'on utilise dans les satellites habituellement, eh bien, on est sûr que tout le monde, dans tous les satellites, va mesurer la même onde, donc le même temps, donc la même seconde, pour faire une horloge ultra précise. Mmh. Et ce qui veut dire que finalement, nos portables sont toujours en train de rechercher la bonne heure ? Comment ça se passe ? Ouais. Alors, ils font pas ça en permanence parce que ça épuiserait nos batteries, mais ils font ça régulièrement. Ça. Ouais. Et surtout, ils s'en fichent un peu de l'heure. On n'est pas une seconde près dans la vie de tous les jours. Par contre, la position est cruciale. Et plus l'horloge est précise, plus on est précis sur la position sur Terre pour repérer où on est. Et plus on fabriquera des horloges précises grâce à la physique quantique et à cette seconde révolution, plus on sera précis pour pouvoir décider même au centimètre près où on est avec un satellite GPS. Est-ce qu'il y a une alternative au GPS ? Ah oui, alors il y en a une. Alors là aussi, c'est ce que vous expliquez. Parce que le GPS, on n'est pas à l'abri qu'il tombe en panne. On n'est pas à l'abri qu'il tombe en panne, ou alors qu'il tombe dans des mains ennemies, ou alors que soudain on ne s'entende plus avec ceux qui ont les satellites GPS. Et là, il y a des tas de problèmes géostratégiques évidents. Donc on n'a pas envie de dépendre à tout prix de GPS, surtout pour les applications stratégiques. Par exemple, si j'envoie un missile qui se guide avec le GPS, mais que je me plante sur le GPS, c'est une catastrophe. Ou si j'ai un sous-marin, le sous-marin, il n'a pas envie de remonter à la surface pour repérer les satellites. Et sous l'eau, il ne les voit pas, les satellites. Et donc là, comment repérer où on est ? Alors là, on peut aussi utiliser une autre astuce de la physique quantique, c'est ce qu'on appelle les navigateurs inertiels. Alors en fait, on le connaît tous sans le savoir, c'est, vous savez, quand vous faites une chasse au trésor et qu'on vous dit, pour trouver le trésor, vous avancez 20 pas tout droit, ensuite vous tournez à droite, ensuite 2 pas, ensuite vous tournez à gauche et vous trouverez le trésor. Et le navigateur inertiel, il fait pareil. Vous avez votre sous-marin qui démarre du port, je sais pas, du Havre ou de Dunkerque ou d'un endroit comme ça, il sait où il est à ce moment-là. Puis il va sous l'eau, il s'enfonce. Si à bord du sous-marin, vous avez un appareil scientifique qui mesure très précisément dans quelle direction il va et quand est-ce qu'il tourne et quand est-ce qu'il va tout droit, vous êtes capable de savoir 2 mois après où il se retrouve sur la carte si vous avez bien gardé la trace de son trajet. Vous n'avez pas besoin d'un satellite pour ça. Le problème, c'est de bien repérer quels sont ses mouvements quand on est sous l'eau de façon ultra précise. Et ça, il se trouve que les objets les plus précis au monde pour mesurer le mouvement, pour mesurer l'accélération, la rotation, on les doit encore à cette nouvelle révolution quantique. C'est ce qu'on appelle des interféromètres atomiques. En gros, on va utiliser les atomes et on va leur faire un parcours un peu spécial qui fait qu'ils vont être sensibles à la moindre variation. Si mon sous-marin tourne, l'atome y est sensible. Si mon sous-marin avance tout droit, l'atome y est sensible. Et donc, en sondant très précisément l'atome, je peux reconstituer le trajet de mon sous-marin et puis jouer comme une chasse au trésor à retrouver finalement où je me retrouve 2 mois, 3 mois après, alors que je suis resté sous l'eau. Ouais. Sur Terre, ça marche si on compte, c'est pas. Sur Terre, ça marche si on compte ses pas. Sous l'eau aussi, mais sous l'eau, c'est plus compliqué. Oui, non, mais vous racontez ça, en fait, il suffit de compter ses pas finalement. Ah bah oui. Si tant est qu'on fasse les pas. Mais même, normalement, si vous vous cachez les yeux et que vous faites très attention à votre parcours, vous devez être capable de savoir à la fin où vous êtes arrivé. La quantique, alors, tout le monde en parle en ce moment. C'est un peu comme le microbiote. C'est à toutes les sauces. La quantique, on rajoute quantique, c'est à la mode. Ça fait brancher. Ça fait brancher. C'est donc vous venez de nous expliquer que finalement rien de nouveau, puisqu'on est au moins sur du 120 ans de découverte et de connaissances. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que Einstein est le père de la quantique moderne ? C'est un des pères de la quantique moderne. Il y a Einstein et Planck qui sont les 2 précurseurs, qui ont l'idée géniale au départ. Et après, il y a toute une bande de 15-20 physiciens, pour la plupart européens, qui vont inventer la physique quantique entre 1920 et 1930. Donc c'est il y a 100 ans. Sauf qu'Alain Aspect, le nouveau prix Nobel de physique français, fait mentir Einstein, qui ne s'est pas trompé qu'une fois finalement. Oui, alors sur cette question particulière de Alain Aspect et d'Einstein, effectivement, il y a un débat scientifique, je vous en reparlerai après, mais peut-être qu'on comprenne pourquoi est-ce qu'il y a cette mode en ce moment. Pourquoi il y a une hype alors que la quantique, c'est un vieux machin. Ça fait 100 ans qu'on la comprend assez bien. La raison à ça, elle n'est pas artificielle. C'est parce qu'on est capable, depuis très peu de temps, de manipuler des objets individuels. C'est-à-dire qu'avant, quand on voulait faire de la quantique, on prenait un gros bout de métal, puis on calculait les milliards d'électrons dedans, et on faisait de la quantique. Maintenant, on est capable de faire de la quantique sur un seul électron. On est capable, dans un laboratoire, d'isoler un seul atome et de jouer avec presque comme si on le tenait au bout des doigts. D'ailleurs, votre livre commence sur cette traque. Exactement. La traque de l'atome qu'on arrive à isoler. Il a fallu presque une centaine d'années aux physiciens pour arriver à ce prodige technologique. Alors pourquoi un prodige technologique ? Parce qu'un atome, c'est petit. C'est petit, ça fait 1 ou 2 milliardièmes ou 10 milliardièmes de mètres.
Mais surtout, si vous réfléchissez un peu, si moi je veux tenir un atome, je vais utiliser un outil de mesure, une pince par exemple. Mais une pince, c'est constitué d'au moins d'un milliard d'atomes. Et donc, comment je fais pour tenir un atome, savoir que je le tiens, le bouger, jouer avec, l'exciter, si l'outil que j'utilise lui-même fait des milliards d'atomes? Et c'est ça le prodige, c'est qu'on va trouver des tas d'astuces et de ruses pour manipuler ces atomes, ou manipuler des grains de lumière, un par un, on appelle ça des photons, ou manipuler une seule molécule, ou un seul tout petit circuit électrique. Et avec ça, on va révéler des propriétés qu'on ne voyait pas avant, et notamment la propriété découverte par Alain Aspect. Alain Aspect, c'est un des pionniers du domaine. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait concrètement? On est dans les années 80, dans mon université, pour le coup, à Paris-Saclay. Oui, c'est pour ça que je vous disais que Saclay, c'est important de le dire, parce qu'en ce moment, il avait la cote. Ah oui, il a la cote, pour cause, il a prix Nobel, c'est quand même la classe. Et il a fait une découverte absolument remarquable. Alors, d'autres physiciens l'avaient faite avant, mais lui, il l'a consolidée de façon absolument remarquable, de fait qu'on puisse plus avoir de doute sur le phénomène. Alors, le phénomène, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'intrication. Alors, je vais vous le faire de façon rapide, peut-être pas totalement rigoureuse, mais allez, on va espérer que peu de physiciens écoutent. Vous prenez deux particules quantiques. On va prendre par exemple deux atomes ou deux grains de lumière. Et vous les intriquez. Les intriquer, ça veut dire que vous les frottez l'un à l'autre pour que maintenant, ils se ressentent l'un l'autre. Voilà, ils se tiennent en quelque sorte. C'est pas les fusionner. Non. C'est juste ça, on saurait pas faire. C'est juste les frotter un peu ou les produire avec un même objet pour que, voilà, ils soient copains, ils s'entrelacent en quelque sorte. Et puis ensuite, vous les séparez. Ensuite, vous leur dites, voilà, on va t'emmener chacun dans un coin du labo. Et quand je dis dans un coin du labo, c'est littéralement, on les emmène à 10 mètres l'un de l'autre. C'est ça qu'avait fait Alain Aspect. Il l'a fait sur 12 mètres, lui. Donc, il avait un labo dont la pièce faisait 12 mètres. Et il emmène un de ces grains de lumière d'un côté à 6 mètres et l'autre à 6 mètres. Et là, il mesure les deux grains de lumière. Et ce dont il se rend compte, de façon assez curieuse, c'est qu'à chaque fois qu'il y en a un qui a un comportement, on va dire, vers le haut, l'autre est vers le bas. Alors ce vers le haut, vers le bas, c'est lié au champ électrique, mais oublions, on va dire l'un est vers le haut, l'autre est vers le bas. Puis à chaque fois que l'un est vers le bas, l'autre est vers le haut. Et ça n'a rien de surprenant. On pourrait très bien imaginer que dès le début, quand il fabrique cette intrication, il y en a un qui se met vers le bas, l'autre vers le haut. Mais ce que prouve Alain Aspect, qui est absolument incroyable, c'est qu'en fait, ces grains de lumière ne choisissent pas haut ou bas, tant qu'on ne les a pas mesurés. Tant qu'ils n'ont pas été au bout de la pièce, ils sont à la fois vers le haut et vers le bas. Ils sont dans deux états à la fois. Ça, c'est un des trucs étranges de la physique quantique qui est possible à petite échelle. Donc vous imaginez maintenant, on va dire que ces deux grains, c'est deux boules de billard, et puis que la boule, elle pourrait être noire ou rouge. Et bien ces deux boules de billard sont en même temps noires et rouges. Je ne sais pas vous dire comment, mais voilà, elles sont en même temps noires et rouges. On les sépare, on les emmène à distance l'une de l'autre, à des dizaines de mètres l'une de l'autre. Quand on mesure l'une des boules, soudain elle choisit complètement aléatoirement si elle est rouge ou noire. Mais l'autre, à ce moment-là, a toujours la couleur opposée. Comme si elles s'étaient parlé à distance instantanément. Mais elles ne peuvent pas se parler à distance instantanément. Donc elles ont partagé une sorte de propriété qui s'est étalée dans l'espace, très troublante. Troublante au point que Einstein, effectivement, à l'époque, dans les années 30, avait écrit un article célèbre où il disait que c'était pas possible, qu'on pouvait pas avoir un univers non local. Non local, ça veut dire quelque chose qui s'étende dans l'espace, mais qui puisse se sentir lui-même à distance en quelque sorte, sans que ça prenne un certain temps. Ce qu'a montré Alain Aspect, c'est que non, ça prend pas un certain temps. Réellement, quand on mesure à un bout du labo, ça a l'air d'affecter le résultat à l'autre bout du labo. Les deux résultats sont reliés entre eux. Voilà, le prof de physique qu'on aimerait tout savoir s'appelle Julien Bobroff. Il est avec nous sur Beurre FM et il publie Bienvenue dans la nouvelle révolution quantique. Quantique ou quantique? Je sais pas. En fait, on dit quantique comme un anglicisme parce qu'en anglais, c'est quantum physics. Ouais. En français, c'est quantique, un QUA. Chez Flammarion, ça veut dire quoi, quantique? Ah, ça vient des quantas, de la quantification. C'est l'idée que, ce dont on s'est rendu compte, comment c'est arrivé ce truc-là après tout? Reposons-nous la question. On est à la fin du 19e siècle et il y a un drame pour les physiciens, c'est l'ampoule électrique. On fabrique des ampoules électriques à l'époque et on essaye de les améliorer. On est au début de l'électricité et de l'éclairage moderne. Et donc il y a des physiciens, notamment des physiciens allemands, qui essayent de comprendre comment une ampoule électrique éclaire. Et ils se rendent compte qu'en fait c'est universel. Universel, ça veut dire que quelle que soit l'ampoule, et même quelle que soit la matière que vous preniez, quand vous la chauffez, elle brille. On voit bien ça dans le feu, par exemple. Et elle brille toujours de la même manière. Si je la chauffe à telle température, je sais qu'elle va cracher un peu de bleu, un peu de rouge, un peu de violet, etc. Le problème, c'est qu'avec les modèles théoriques de l'époque, avec les choses les plus savantes possibles, on ne comprend pas la forme de ce rayonnement. On ne comprend pas la courbe qu'on mesure. On la mesure, elle est là, et on ne la comprend pas. Et au début du XXe siècle, un type qui s'appelle Max Planck, un Allemand, a l'idée géniale. Il dit, mais en fait, et si l'énergie crachée par l'ampoule n'était pas continue, comme on en a l'habitude, en variant progressivement, mais soit crachée par petits paquets. Vous imaginez des petites bouffées de lumière, des petites bouffées d'énergie, pouf, pouf, pouf. Il fait le calcul, à partir de là, et il trouve exactement la bonne courbe. Il n'en croit pas ses yeux, lui-même il ne croit pas à sa propre découverte, il dit mais ça n'a pas de sens, qu'est-ce que c'est que cette énergie par petits paquets? Et là arrive Einstein, 1905, et Einstein dit mais on se plante en fait, c'est même pas l'énergie qui est par petits paquets, c'est la lumière rayonnée qui n'est pas continue. La lumière, c'est pas une très belle onde comme on le pensait, c'est des petits grains individuels. Chacun de ces grains porte une petite énergie, on appelle ça un quanta ou un photon. Et la physique à ce moment-là, on va se rendre compte qu'elle est quantifiée, qu'elle fonctionne par petits paquets. On s'en était pas rendu compte jusqu'à présent parce que ces paquets sont tellement petits qu'on n'y était pas sensible. Mais à l'échelle de l'atome, à l'échelle de la molécule, le monde entier fonctionne de façon discontinue par petits paquets, des quantas.
Alors, si aujourd'hui on parle beaucoup de la quantique, c'est parce qu'il y a des gourous de la quantique, alors que ça les arrange bien, parce que finalement, il suffit de mettre un mot dessus, et vous avez même des thérapies quantiques aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis, je vais vous faire le lien avec la santé. Attention, 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 pour l'instant, rien n'est prouvé ni démontré. D'ailleurs, pour ce qui concerne la quantique, il y a beaucoup de mythes ou de réalités ou pas. Par exemple, quand vous avez commencé à parler tout à l'heure de ce fameux ordinateur quantique, on sait que les GAFA, les géants, ont mis beaucoup de sous, que les Chinois ont mis beaucoup de sous, mais est-ce qu'il existe vraiment cet ordinateur quantique ou pas encore ? Alors il existe, il y en a même plusieurs dans le monde, sauf qu'il ne marche pas. Ou il ne marche pas bien, mais il y en a des centaines. Actuellement, dans tous les laboratoires dignes de ce nom, il y a un ordinateur quantique, et ils essayent de l'améliorer et de l'utiliser. Pour l'instant, ça marche mal. Alors peut-être si on revient un chouïa en arrière, je reprends quand même la balle au bond sur cette histoire de thérapie quantique et de médecine quantique. Et vous disiez assez justement, attention, on n'a rien prouvé. En fait, c'est même l'inverse. On a prouvé que ça ne marchait pas. Scientifiquement, il est absolument clair que toutes ces pseudo-sciences qui utilisent le mot quantique à toutes les sauces ne fonctionnent pas. Et alors, il y a un argument très simple pour ça, scientifique pour le coup, qui a même été démontré par un autre prix Nobel français il y a quelques années, qui s'appelle Serge Haroche. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Serge Haroche ? Serge Haroche, lui, il essaye de comprendre à partir de quelle taille un objet arrête d'être quantique. On sent bien que nous-mêmes, on n'est pas trop quantique, on n'est pas à 2 endroits à la fois, par exemple. Pourtant, un atome, on peut le mettre vraiment à 2 endroits à la fois. Et donc Serge Haroche, lui, essaye de sonder la frontière. Quand est-ce que ça s'arrête ? Et ce dont il se rend compte, c'est que dès qu'il met son objet quantique, on va dire, dans de la lumière, dans du chaud, avec de l'air autour, tout s'arrête presque instantanément. Et il mesure même le temps au bout duquel ça s'arrête, et il se rend compte que dès qu'on met plus de quelques dizaines d'atomes ou de particules, ça s'arrête. Donc quand quelqu'un nous vend une thérapie quantique, par exemple, que notre cerveau serait quantique et intriqué avec l'univers... Ça marche très très bien en ce moment. Alors voilà, ça c'est à la mode. Et carton ça vend, assuré, vous faites une conférence, c'est plein. Hein. Et ça fait de l'argent en plus. C'est-à-dire que ça vend des tas de machines de thérapie quantique sur Amazon à des prix exorbitants. En fait, c'est complètement faux scientifiquement. Pourquoi ? Parce que dès que l'objet est trop gros, et qui est donc notre corps, et qui s'adapte à notre corps, et qui va soigner notre corps, c'est une catastrophe du point de vue de la quantique. Parce que non seulement ça contient des milliards d'atomes, donc ces effets quantiques n'ont plus aucune chance d'exister, mais pire encore, notre corps, il est chaud. À 37 degrés, ces effets-là, ils sont morts. Si on voulait avoir la moindre chance d'avoir un tout petit effet quantique à l'échelle humaine, il faudrait nous refroidir au zéro absolu, nous mettre dans le vide, dans le noir, et là, peut-être qu'on verrait quelque chose. Mais à l'échelle du corps humain, pour la vie de tous les jours, la quantique ne peut pas nous soigner si elle veut s'appliquer à tout notre corps. Donc vraiment, il faut lutter contre ces thérapies, parce que c'est quand même des charlatans de la quantique. Alors vous attendez l'ordinateur quantique qui fasse 1 million de qubits. C'est comme ça qu'on dit ? C'est comme ça qu'on dit. Bon. Et on est à combien de qubits actuellement ? On est à 300, je crois. Le record au monde, c'est peut-être 200 ou 300. Alors, c'est quoi cette machine quand même, juste en 2 mots ? Alors, ça ressemble pas à un ordinateur, hein ? Ça ressemble pas à un ordinateur, c'est une manip de physique. C'est vraiment un labo de physique. Quand vous rentrez dans l'ordinateur quantique, en fait, vous rentrez dans un laboratoire de physique. En plus, il y a plein de modèles possibles. Il y en a qui utilisent plutôt la lumière, d'autres qui utilisent plutôt l'électricité, d'autres qui utilisent plutôt des atomes. Mais en gros, ce qu'il y a comme commun entre toutes ces machines, c'est que ça fonctionne presque comme un ordinateur normal, mais avec les lois de la quantique. Un ordinateur normal, ça manipule des 0 et des 1. Et ça fait que ça. Ça ajoute un 0, 1, ça le soustrait, ça joue avec des 0 et des 1. Donc quand vous jouez par exemple à votre jeu vidéo favori ou que vous regardez votre série télé, ce qui se passe c'est que tout est transformé en 0 et en 1, c'est envoyé dans les câbles internet, ça revient, c'est traité et ça se retransforme en image. L'ordinateur quantique fait presque pareil à une nuance près. Son 0 et son 1, il veut qu'il soit quantique. Ça veut dire qu'il soit à la fois 0 et 1. Ils ne choisissent pas entre les deux. Donc c'est une espèce de soupe de 0 et de 1 quantique. On appelle ça des qubits justement, au lieu des bits classiques qui eux sont des vrais 0 ou des vrais 1. Dans l'ordinateur quantique, on ne veut pas que l'objet choisisse entre 0 et 1. Alors là on peut se dire mais c'est une catastrophe, ça va rien savoir mesurer. En réalité, si on utilise les lois de la quantique, les astuces de la quantique, on est capable de manipuler cette espèce de bouillie de 0 et de 1, de superposition de 0 et de 1, pour calculer incroyablement plus vite que dans un ordinateur normal. Donc l'ordinateur quantique permettrait, avec des astuces de la quantique, de faire certains calculs qu'on n'est pas capable de faire avec des ordinateurs normaux et qui pourraient avoir des impacts considérables dans plusieurs secteurs de l'industrie. Par exemple. Alors on prend l'exemple du craquage des codes. Par exemple, allez, on veut craquer le code de carte bleue. Voilà, on y va. Une carte bleue, comment ça marche le code secret d'une carte bleue déjà ? En fait, c'est pas très sorcier, c'est la banque qui va prendre plein de nombres premiers, c'est des nombres qu'on peut diviser que par eux-mêmes, puis elle va les multiplier, elle va obtenir un énorme nombre, voilà, de 100 chiffres par exemple, et c'est ça la clé qui va être partagée. Et si quelqu'un d'autre tombe sur cette clé publique, il peut rien en faire parce qu'il est incapable, avec un ordinateur même le plus puissant au monde, de retrouver les nombres premiers qui ont permis de l'obtenir. On ne sait pas décomposer un nombre en nombre premier s'il est trop grand. 15, je sais vous dire que c'est 5 fois 3, mais si vous me donnez un truc qui fait plus de 10 ou 100 milliards, l'ordinateur le plus puissant au monde n'est pas capable de le décomposer. Et donc c'est ça qu'on utilise pour les codes secrets.
Si nous, entre nous, on partage ces nombres premiers, on a un code secret. Si quelqu'un d'autre tombe sur la multiplication, le nombre total, il peut rien en faire. Seulement en 1994, il y a un type qui s'appelle Peter Shor qui montre qu'avec un ordinateur quantique, on pourrait décomposer en nombre premier comme ça, hyper vite. Et donc, tous les codes secrets seraient menacés. Alors ça a fait peur à tout le monde. Non, mais il avait raison ou il avait pas raison? Alors il avait raison en théorie. Oui. C'est-à-dire que sur le papier, l'algorithme marche, au point où d'ailleurs, la première fois qu'il fait une conférence là-dessus, petite conférence intime au MIT dans les années 90, à la fin de la conférence, quelqu'un vient le voir et lui dit « Je suis de l'agence de sécurité américaine, en gros je suis un espion, et j'aimerais discuter. » Parce qu'on sent tout de suite une menace géopolitique, géostratégique, mondiale. Le gars, il peut tout craquer. Voilà. Ouais. En réalité, il ne faut pas s'inquiéter, parce que, en pratique, c'est un des algorithmes les plus compliqués à mettre en place sur un ordinateur quantique. Et les ordinateurs quantiques sont tellement mauvais pour l'instant et bug tellement qu'il n'y a aucune chance, disons, dans les 10 ans à venir, d'arriver à mener ce calcul à bien sur l'ordinateur quantique. Mais comment vous savez que c'est dans les 10 ans à venir? Parce que là, c'est un pari que vous prenez. C'est un pari que je prends. Ouais. Alors, je me suis à peu près planté dans tous mes paris dans le passé, donc il ne faut pas me faire confiance. D'accord, okay. Mais ce que je fais, c'est ce que je fais beaucoup dans le bouquin, c'est regarder aussi le passé pour essayer de mieux comprendre l'avenir. Et je regarde combien de temps ça a pris pour faire les découvertes. Par exemple, mais entre le moment... que plus le temps passe et plus il passe pas plus vite? À un moment donné, il faut quand même du temps pour faire des progrès, même si tout le monde s'y met. Ça va un peu plus vite, mais il faut quand même toujours 10, 20, 30 ans pour développer une technologie compliquée. On ne sait pas la faire en 2 ans comme ça dans le monde de la physique fondamentale. Moi, j'ai jamais vu d'exemple dans l'histoire des sciences où ça aille assez vite. Si je prends le transistor qui est découvert en 1947, on attend les années 70 pour commencer à avoir des ordinateurs dignes de ce nom. Si je prends la première fois qu'on arrive à manipuler un seul atome et à le voir briller, on est en 1981, il nous faut 40 ans pour arriver à en mettre 100 seulement pour faire léviter. Pour arriver à faire l'algorithme de Peter Shor, il faudra en avoir 1 million et les manipuler avec une précision diabolique. Mais surtout, entre-temps, les agences de sécurité ne se sont pas reposées. Et elles ont fait un grand concours international ouvert à tous les pays en disant « Trouvez-nous des nouveaux codes secrets qui soient plus avec les nombres premiers et que même un ordinateur quantique ne sache pas craquer. » Et les mathématiciens n'ont pas chômé. Il y a eu la grande finale il y a quelques mois. Et il y a 3 équipes qui ont gagné la grande finale, dont à chacune participer, c'est des coalitions internationales, et les Français sont dans chacune des équipes, qui ont trouvé des nouvelles façons de faire des codes secrets avec les mathématiques, qui ne sont pas cassables, déchiffrables, même avec un ordinateur quantique. Et dès maintenant, toutes les agences de sécurité, notamment l'ANSSI, l'agence française, sont en train de prévoir de déployer ces codes pour tous les endroits stratégiques, pour pas se faire avoir, même si un ordinateur quantique arrivait dans les années à venir. Alors, les Chinois, Google et tous les concurrents, d'ailleurs, aujourd'hui, investissent des milliards de dollars dans la quantique. Finalement, on en est où là ces 2-3 dernières années? En quoi on a avancé? Alors, on a incroyablement avancé, mais on est incroyablement loin du but. Alors, comment est-ce qu'on a avancé? À l'époque, on savait faire 1 ou 2 0 et 1 quantiques et les manipuler vaguement. Maintenant, on est capable d'en faire une centaine et de les manipuler sur un temps suffisamment long pour faire un calcul. Donc, on commence à savoir faire des calculs qui servent pour l'instant absolument à rien, qui ont plein de bugs, plein d'erreurs, mais ça marche assez bien quand même. Ça commence à marcher. L'enjeu, c'est de passer à 1 million. Si on reste dans les technologies et les raisonnements actuels, on a besoin d'1 million de qubits pour faire un calcul intéressant. Et ça, pour l'instant, techniquement, on en est très loin. Et un certain nombre de personnes pensent qu'on n'y arrivera jamais, pour des raisons technologiques, des limitations technologiques. D'autres se disent, mais si, on avait déjà dit qu'on n'y arriverait jamais pour les microprocesseurs et les transistors. Maintenant, dans vos ordinateurs portables, on a 100 millions à 1 milliard de transistors. Donc il faut essayer. Et donc, on est à un moment un peu clé, un peu charnière, où il y a les ingénieurs, les électroniciens, les physiciens, les informaticiens, les mathématiciens qui se mettent tous ensemble pour, à la fois dans le secteur privé, vous avez dit Google, mais il y a aussi Amazon, Microsoft, IBM qui sont sur le coup, et dans le secteur public, tous les grands États, tous les grands labos, en France le CNRS, le CEA, toutes les universités, essayent de travailler ces technologies pour passer à l'échelle, c'est-à-dire passer de 100 à 1 million, ou alors trouver une autre solution. Trouver une solution qui fait qu'on n'aurait pas besoin d'1 million, mais peut-être de 1000. Oui, mais alors Google a annoncé qu'il avait atteint la suprématie quantique. Ah ouais, alors là, il a fait rêver tout le monde. Vous expliquez ce que ça veut dire, la suprématie? On est en 2019, et Google fait la couverture de Nature, c'est le magazine le plus célèbre scientifique, en disant on a atteint la suprématie quantique. La suprématie quantique, c'est quand on est capable de faire un calcul, et un seul, qu'on ne saurait pas faire avec un ordinateur non quantique. Et donc Google, effectivement, en 2019, arrive à faire un calcul qui leur prend 3 minutes à faire et qui prendrait en gros 10 000 ans à faire aux meilleurs ordinateurs normaux. Il se trouve que ce calcul ne sert absolument à rien. Donc c'est une preuve, effectivement, c'est une prouesse technologique, mais qui pour l'instant ne sert à rien, mais qui ouvre des horizons et qui montre qu'ils sont quand même capables de commencer à calculer. Voilà, avec son microprocesseur Sycamore. Quel joli nom. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait attendre d'un ordinateur quantique? Pourquoi on a besoin? Ouais, alors imaginons qu'on l'ait. Imaginons qu'il marche. On imagine que vous avez tort. Allez, ça y est, j'ai tort ou alors j'ai raison, mais dans 10-20 ans, et ça y est, on l'a, l'ordinateur quantique. Alors on pourrait faire plein de choses. Je vais vous dire ce que moi je ferais avec si je l'avais. Voilà, si vous m'en offrez un et qui marche, le premier truc que je fais,
vous allez voir, c'est décevant, c'est calculer des réactions chimiques. Alors là, dit comme ça, on se dit, c'est vraiment le vieux physicien truc qui de se fait physique, plaisir. la prise de Et tête. vous allez voir qu'avec ça, moi, je vais vous bouleverser l'humanité, parce que je calcule tout de suite 2 réactions chimiques qu'on ne comprend pas actuellement. L'une, c'est comment transformer l'azote en ammoniac. Il y a des protéines qui savent faire ça, mais on ne sait pas les imiter, donc on ne sait pas faire des usines. Donc les seules usines qu'on fait pour transformer l'azote en ammoniac coûtent actuellement 2 à 3% de la facture énergétique mondiale. Et elles servent à faire l'engrais azoté, donc à nourrir la moitié de la population mondiale. Si on savait transformer l'azote en ammoniac sans chauffer, on économise comme ça 2 à 3% du CO2 mondial. Et un ordinateur quantique devrait être capable de nous dire comment faire. Et puis deuxième truc, si vous me le laissez encore 5 minutes, mon ordinateur quantique, je calcule comment capturer le CO2. Le CO2, on sait très mal le capturer Alors actuellement. le livre commence d'ailleurs là-dessus. Ouais, c'est notre rêve à tous. Sur un vieux rêve. Bah, bien sûr. Ouais. Et en l'occurrence, on connaît des réactions chimiques pour transformer par exemple le CO2 en méthanol. Donc ça serait le rêve, mais elle marche hyper mal. Avec un ordinateur quantique, on pourrait essayer de l'optimiser et de trouver les bons catalyseurs pour que enfin ça marche. Et donc voilà, on voit que ça pourrait avoir un effet énorme sur des secteurs comme l'environnement, ici j'en ai parlé, mais aussi par exemple les médicaments. On peut inventer des nouveaux médicaments parce qu'on invente des nouvelles molécules. On peut inventer des nouveaux matériaux pour remplacer nos batteries, des nouvelles cellules photovoltaïques qui marchent bien mieux. Donc on voit qu'il y a plein de pans de l'industrie qui pourraient être bouleversés. Le big data, l'intelligence artificielle, le deep learning, qu'on aiderait avec ces ordinateurs de façon absolument fabuleuse. Mais pour l'instant, on en est encore loin. Moi, j'adore les livres de science qui se lisent comme des romans, finalement. Et on en parle avec mon invité ce matin, Julien Bobroff. Et je rappelle que vous avez écrit ce livre sur la quantique, cette quantique dont tout le monde nous parle. Racontez-nous un petit peu l'histoire d'un challenge qu'on appelle le Smartphone Physics Challenge. Et en quoi ça consiste ? Alors là, pour le coup, on sort un peu de la quantique, mais on reste dans la physique. Non, mais c'était pour introduire autre chose. C'était Alors, pour la mesure de... Ouais. Donc, moi, je suis enseignant à l'université, et puis j'adore vulgariser, on fait ça avec les musées de sciences, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme activité marrante pour n'importe qui pour faire de la physique au quotidien ? Et on a repris une vieille légende, en fait. La légende est la suivante. Niels Bohr, qui était un des papes de la quantique, quand il était étudiant, on lui avait demandé un jour lors d'un examen, comment est-ce que vous pourriez mesurer la hauteur d'un bâtiment avec un baromètre ? Et en fait, si on mesure la pression en bas et en haut, on peut retrouver la hauteur. Et lui a inventé plein d'autres façons de mesurer la hauteur du bâtiment, en lâchant le baromètre, en le vendant au concierge pour avoir de l'information, etc. Et nous, on s'est dit, mais qu'est-ce que ça serait à l'ère moderne, ce challenge ? Et donc voilà, on s'est demandé, est-ce qu'avec un smartphone, qu'on a tous dans nos poches, on pourrait mesurer la hauteur d'un bâtiment ? Et vu que c'est un plaisir de physicien, on y a été à l'heure du café et on a imaginé 61 façons de mesurer la hauteur du bâtiment et on les a testées. Et donc avec votre smartphone, en fait, vous pouvez mesurer de plein de façons différentes la hauteur d'un bâtiment. Et pourquoi ça ? C'est parce qu'en fait, nos smartphones sont bourrés de capteurs scientifiques. Alors qui servent dans le smartphone à faire plein d'autres choses, par exemple à éteindre la lumière quand on approche le smartphone de l'oreille, ou à trouver le pôle Nord, ou être sur Google Maps, etc. Mais nous, on les a réutilisés comme des bons capteurs physiques. Avec votre smartphone, vous pouvez mesurer l'accélération, la rotation, le champ magnétique, la lumière. Et donc on a utilisé tout ça. Et derrière ça, nous, notre idée, c'est faire de la science au plus grand nombre, juste avec le smartphone qu'ils ont dans leur poche, et s'amuser un petit peu à faire de la physique de tous les jours. Pourquoi la quantique dont on parle ce matin, c'est pas un truc de geek ? C'est vraiment un truc de geek pur, et moi j'essaye de le sortir du monde des geeks. Vous dites que finalement, dans l'univers de la quantique, c'est pas vraiment les geeks, enfin c'est pas les mêmes geeks, c'est pas vraiment les geeks de la Silicon Valley ou. Alors, non, ça c'est une bonne remarque. Oui. C'est pas du tout les mêmes profils. Les geeks s'intéressent à la quantique, mais ceux qui font la quantique actuellement, c'est pas des geeks, c'est des physiciens purs et durs. Au départ, et c'est en train de changer. Différence de profil. Alors. En fait, au début, à un moment donné, si on veut manipuler un atome, on doit être vraiment au top des technologies scientifiques et de la compréhension scientifique de ce qu'est un atome. On ne peut pas juste fabriquer ça dans son garage. On est dans la physique de pointe, donc il faut à un moment donné hériter du savoir-faire des labos de pointe. Pour vous dire à quel point c'est un héritage, si on prend les prix Nobel, par exemple Alain Aspect, il a lui-même travaillé dans le laboratoire de Serge Haroche, prix Nobel, qui lui-même était l'étudiant en thèse de Cohen Tanucci, prix Nobel, qui lui-même était le thésard de Kastler, prix Nobel. Donc on a des sortes de lignées de physiciens parce que le savoir-faire et l'expérience se transmet de génération en génération et de doctorant en doctorant. Donc ça, quelqu'un en amateur dans son garage ne peut pas le faire. Par contre, quand on parle de la Silicon Valley, ce qu'on sait faire dans la Silicon Valley, c'est mettre de l'argent sur la table et débaucher les gens. Mais une fois qu'ils ont publié, non ? Une fois qu'ils ont publié. Ouais. Quand Google s'est dit on va se lancer dans l'ordinateur quantique, on était dans les années 2010 à peu près, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils n'ont pas essayé de faire ça eux-mêmes comme des grands avec leurs ingénieurs. Ils ont récupéré le meilleur scientifique de la côte ouest des États-Unis qui s'appelle John Martinis sur la physique quantique et les supraconducteurs quantiques. Et ils lui ont dit bon, combien il vous faut d'argent pour venir travailler avec nous ? Qui il vous faut ? Ils ont embauché 60 personnes, il a fait son équipe, et 5 ou 6 ans après, il avait le premier ordinateur quantique digne de ce nom. Et là, la puissance de feu de Google, c'est mettre l'argent sur la table, mettre le process industriel sur la table, et aller très vite et de façon très efficace par rapport à nos institutions qui, elles, ont un peu plus d'inertie.
D'accord, donc ces gars-là, il y a beaucoup de start-up dans ce... Oui. Ouais. Il n'y en avait pas il y a encore 15 ans, maintenant il y en a beaucoup et qui lèvent des sommes assez hallucinantes. Aux États-Unis par exemple, PsiQuantum a levé 1 milliard en quelques jours, IonQ a levé je crois 600 millions le jour de son arrivée en bourse. Alors ce qui est amusant, c'est que ces startups, en fait, elles ont toutes été créées par des physiciens de la physique fondamentale de labos publics qui, en marge de leur activité, ont créé une startup. Oui, mais l'argent de départ, il est public. Ouais, en fait, C'est ça qu'il l'argent faut de départ comprendre. sert à Ouais. payer la recherche publique et à payer ses efforts purement gratuits. Alain Aspect, en 1980, ça intéresse personne, il n'y a aucune application. Lui-même n'a même pas l'idée d'une application possible de ce qu'il est en train de faire. Et la force de la recherche publique, c'est de dire on parie sur le temps long, on parie sur la curiosité, on ne veut pas une rentabilité à court terme ou des brevets ou des applications, et on laisse les gens chercher pour le plaisir. Et puis ensuite, quand on voit que des choses commencent à sortir, évidemment, c'est le rôle du secteur privé d'aller développer ça, mais là, le secteur public dit, bah, quand même, c'est nous qui avons trouvé le truc au début, est-ce qu'on pourrait pas en profiter? Et donc l'astuce, c'est d'utiliser des chercheurs des labos, de faire des startups en lien avec les institutions publiques, et de pas laisser partir ça complètement dans le secteur privé. Et c'est les mêmes chercheurs maintenant qui continuent leur recherche dans le public et qui co-animent des startups dans le privé. Est-ce que vous êtes venu ce matin avec votre montre Seiko à quartz? Non, j'ai pas de montre, hein, mais la montre Seiko à quartz. Mais peut-être que ceux qui nous écoutent se souviennent des messages publicitaires, parce que c'était Seiko vous donne l'heure à l'époque. On a vu arriver ces premières montres Ouais. analogiques. Les premières montres à quartz. La montre à quartz, quartz, ouais. c'est vraiment un petit miracle de la physique aussi. Comment ça marche une montre à quartz après tout? Alors là, c'est pas quantique, mais vous allez voir qu'il y a un lien avec la quantique. Une montre à quartz, en gros, c'est qu'on prend un petit bout de quartz, le même qu'on trouve dans nos montagnes, hein, un petit cristal, et un petit bout de quartz, il se trouve que c'est une propriété assez géniale si on le coupe exactement à la bonne taille. Pour le coup, quand on lui met de l'électricité avec une pile, la pile de votre montre, ça le fait vibrer. Voilà, il se met à vibrer, alors on le voit pas beaucoup, hein, mais il vibre un petit peu. Par contre, il vibre de façon hyper régulière, incroyablement régulière. Et donc, on va utiliser cette régularité pour régler l'horloge. Hein, un peu comme l'horloge comptoise utilise le balancier qui va balancer toutes les secondes. Là, c'est la vibration du quartz. Eh bien, on utilise la même technique dans les horloges atomiques. L'horloge atomique, elle se base sur l'atome. Mais une fois qu'on a récupéré cette onde hyper bien réglée sur l'atome, il faut la fabriquer, l'horloge. Eh bien, l'horloge, on la fabrique avec ce bon vieux quartz et ce principe de la montre à quartz qui marche incroyablement bien. La montre Seiko qui revient à la mode d'ailleurs aujourd'hui. Ça marche avec le diamant ou pas? Non, ça marche pas avec le diamant. Il faut que le matériau soit piézoélectrique. C'est même une invention française, une découverte française de Pierre Curie, le mari de Marie Curie. Ouais. Avant de la rencontrer d'ailleurs, avait découvert la piézoélectricité, cette propriété que certains matériaux, dont le quartz mais pas le diamant, peuvent se mettre à vibrer quand on les électrise. Le diamant de synthèse, c'est la même chose que le diamant? Alors oui, le diamant de synthèse, c'est exactement la même chose que le diamant. Du point de vue de la physique, si moi je suis un petit bonhomme et que je vais à l'intérieur, je vois les mêmes atomes de carbone, organisés de la même manière. Il faut imaginer une espèce de tétraèdre, un peu comme des pyramides imbriquées les unes dans les autres. Ils sont tellement bien imbriqués que c'est ça qui fait que le diamant est l'objet le plus solide qu'on connaisse à l'état naturel. Alors le lien avec la physique quantique, c'est qu'il y en a qui espèrent faire des ordinateurs quantiques avec du diamant. Alors l'idée est la suivante, c'est de prendre des tout petits diamants, des nanodiamants, mais on prend l'objet pur et on va créer dedans un défaut. C'est-à-dire qu'on va à un endroit, en gros, enlever un atome de carbone, rajouter un atome d'azote. Et il se trouve que cet objet-là peut être dans deux états à la fois. Et vous voyez, dès qu'on dit deux états à la fois, on se dit, on va pouvoir faire un qubit quantique et on va pouvoir faire Mais un c'est un ordinateur défaut avec qui ça. existe à l'état naturel. Alors c'est un des 300 ou 400 défauts Du- qu'on connaît à l'état du naturel. diamant, ouais, c'est du ça. diamant. Ouais. Mais évidemment, une fois qu'on a repéré que c'était ce défaut-là qu'on veut, les physiciens vont avoir un malin plaisir à le créer spécifiquement et à l'engendrer et à le provoquer dans ces structures-là. Et alors ces nanodiamants, ils sont assez fabuleux et ils excitent beaucoup de gens parce que non seulement ils pourraient servir à faire l'ordinateur quantique, mais ils servent déjà à plein d'autres applications, d'autres technologies quantiques de cette révolution quantique. Je vous en cite une que je trouve merveilleuse. C'est qu'ils vont servir à faire... Vous voyez ce que c'est l'IRM dans les hôpitaux, cette espèce de gros tube dans lequel Ouais. on rentre qui fait un boucan pas possible et qui permet d'avoir une cartographie de notre corps sans nous couper en tranches. Alors ça, c'est de la physique quantique pure, c'est-à-dire qu'on utilise les noyaux de nos atomes d'hydrogène dont on va sonder les propriétés quantiques pour savoir en gros où ils se trouvent et faire cette cartographie en noir et blanc qui donne l'intérieur de notre corps. Et bien avec le nanodiamant, on est capable de faire une sorte d'IRM de poche Alors qu'on n'appelle pas IRM. qu'on peut appeler IRM ou RMN ou le Ouais. nom qu'on veut, mais en gros, c'est la même technique, sauf que c'est à l'échelle d'un nanodiamant, dont un objet qui fait quelques nanomètres. Et donc, au lieu d'avoir ce gros tuyau dans lequel on doit rentrer, hop, il est à l'échelle d'un nanomètre, et donc on va pouvoir aller le glisser par exemple dans une cellule. Et donc on va être capable de faire de l'imagerie à la taille d'une cellule, mais avec la richesse de ce que permet de faire l'IRM à la taille d'un corps humain. Donc on est en train de réduire, mais comme Gulliver, littéralement, une machine qui fait normalement 2 ou 3 mètres en une machine qui fait quelques nanomètres. Et ça, c'est en train de révolutionner le champ de l'imagerie, par exemple, en biologie. Le web quantique, vous l'imaginez ou pas? Le web quantique, par contre, j'y crois un petit peu moins. Alors c'est quoi le web quantique? Soyons clairs. L'idée, c'est de faire de l'Internet, comme on sait en faire, sauf qu'on le crypterait, on le coderait,
pour qu'ils ne soient pas cassables. On a parlé de codes secrets tout à l'heure. Et ces codes secrets, on les produirait justement avec de l'intrication quantique. Grâce à l'intrication, on est capable de faire des codes secrets inviolables. Et donc le rêve de l'Internet quantique, c'est pas un Internet qui irait plus vite. C'est pas un Internet où il y aurait plus de débit. C'est un Internet qui serait mieux protégé. Seulement, pour faire cette protection, c'est une vraie usine à gaz. On sait le faire actuellement que sur une centaine de kilomètres. Ça pose plein de problèmes. Parce qu'il y a des tests aujourd'hui déjà qui existent. Il y a des tests en Chine. C'est les Chinois les plus avancés là-dessus. Parce qu'il y a un vrai enjeu géostratégique, il faut bien le dire, à protéger l'information sur des grandes distances. Mais c'est compliqué. Pour l'instant, c'est pas très fiable. Il y a même les gens qui sont spécialistes dans les problèmes d'espionnage disent, même s'il marche votre Internet quantique, à l'endroit du laboratoire qui détecte, c'est un endroit extrêmement fragile où là, il y a plein d'astuces pour l'espionner. Par exemple, en regardant juste le compteur électrique, on est capable de voir ce que les physiciens sont en train de mesurer. Et eux, ils sont très contents en mesurant la physique quantique. Et en fait, on détecte après coup le signal. Donc l'Internet quantique, là, pour le coup, ça me semble être beaucoup de moyens et une vraie usine à gaz pour quelque chose dont je vois pas un intérêt immédiat, parce que l'Internet actuel marche pas si mal en termes de cryptographie également. Allez, pour terminer, qui c'est qu'on appelle BB84 ? Ah, BB84. Est-ce que c'est l'âge de Brigitte Bardot ? Non, malheureusement, je sais pas quel âge elle a, tiens, Brigitte Bardot. Je crois qu'elle a plus que 84. D'accord, on ne dira plus rien. C'est le nom de deux physiciens, en fait, l'un canadien, l'autre américain, et qui vont, dans les années 80 et 90, inventer justement une façon de faire ces codes secrets avec de l'intrication. Et ce qu'il y a de rigolo, c'est que ces deux théoriciens purs et durs, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été dans un labo de leur vie, ils ont cette idée. Et au lieu juste de publier un article en disant voilà l'idée et puis à vous de la fabriquer en labo, ils se disent allez, on va la fabriquer nous-mêmes. Donc ils vont voir leurs copains expérimentateurs, ils récupèrent plein d'appareils, plein d'outils, des fers à souder et ils se lancent, ils fabriquent une machine catastrophique, vraiment tous les expérimentateurs rigolent en disant mais elle est vraiment pourrie votre machine, mais c'est les premiers à arriver à faire un code secret quantique sur quelques mètres. Maintenant, le record du monde, c'est 1000 km. C'est les Chinois qui le détiennent en ayant, avec un satellite, réussi à construire ce code secret à distance. La même expérience que l'expérience d'Alain Aspect sur 10 mètres. Maintenant, on l'a fait sur 1000 km et ça permet de partager des codes secrets quantiques à distance inviolables. Bien, Alain Aspect, donc on va reparler, parce qu'il va aller chercher son prix à Stockholm d'ici quelques jours. Donc voilà, intéressez-vous à lui. Je me rappelle à tous ceux qui s'intéressent au sujet de cette physique quantique, eh bien que vous pouvez lire le livre de Julien Bobroff qui s'appelle Bienvenue dans la nouvelle révolution quantique. L'éditeur, c'est Flammarion. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Alors, je sais pas comment on dit bonne journée en quantique. Aucune idée, mais je vous souhaite une très bonne journée. Vous pourrez la faire doublement. Bonne journée, bonne soirée. Voilà, bonne journée, bonne soirée sur Beurre FM.